Merci de votre fidélité. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre émission Opinion. Cette semaine, nous recevons sur ce plateau Mamles Camara. Il est journaliste et formateur au CESTI. Bienvenue à vous, Monsieur Camara. Merci beaucoup. Alors, Mamles Camara, vous êtes journaliste depuis 32 ans, sorti du Centre d'études des sciences et techniques de l'information, CESTI, ancien secrétaire général du SYNPICS. Vous avez dirigé un certain nombre de FM, formateur présentement au CESTI, analyste politique. A-t-on dit l'essentiel sur votre parcours? Oui, c'est largement suffisant. D'accord. Au crépuscule de 2016, avec votre concours, on va interroger le rétroviseur pour retracer les faits saillants qui ont marqué ces 12 mois. D'abord, au plan médiatique, en tant que précurseur dans le privé, quel est le LEC? Comment il est entretenu présentement? Le problème, c'est que 2016 a été une année charnière. C'est l'année du débat sur le projet de nouveau code de la presse, de l'arrêt de ce débat, de son rejet par l'Assemblée nationale, contre l'avis du président de la République qui avait promis de faire adopter le texte, à l'instar de son prédécesseur, Maître Abdoulaye Wade, qui avait promis la même chose, mais s'était heurté aux mêmes obstacles. Et finalement, on a un projet de code de la presse qui est beaucoup plus un code à l'usage des investisseurs dans les médias que véritablement un code de la presse. Je le dis souvent, dans le nouveau projet de code, il y a 7 titres. Le titre consacré aux journalistes, c'est le 5e titre. Auparavant, on parle de comment mettre en place un fonds d'investissement pour aider les médias privés. On parle de tout sauf du journaliste. Et j'ai l'impression qu'on aurait pu économiser beaucoup de temps et peut-être probablement de l'argent si on avait amendé l'actuel code de la presse. Parce que dans le nouveau projet, innovante, c'était la question de la dépénalisation. Une fois qu'on a enlevé cette question, il n'y avait plus rien de nouveau dans le nouveau code de la presse, sinon quelques petits détails que l'on aurait pu intégrer en amendant la loi actuelle. Pour dire qu'on n'a que du réchauffé dans ce nouveau code de la presse. On a pire que du réchauffé. J'ai noté quelques points sur lesquels le nouveau projet de loi est en régression par rapport aux acquis du code de 1996. Ah oui, avec tout ce qu'on a dit sur ce nouveau code. Avec tout ce qu'on a dit, vous lisez le nouveau projet de code, exemple l'article 35. L'article 35 actuel dit que, à propos du secret professionnel, il dit que le journaliste qui a été délibérément trompé par sa source n'est plus lié par le secret professionnel. Il n'est plus obligé de protéger l'anonymat de sa source. C'est ça, c'est dans le code actuel. Maintenant, le nouveau projet de code revient sur cet acquis, parce que si, en tant que journaliste, vous tombez sur quelqu'un de malhonnête qui vous donne de mauvaises informations en se disant, de toute façon, nous avons passé un accord pour un secret professionnel, il ne peut plus dire que c'est moi qui lui ai donné ces informations, même fausses. Cet accord, ce point a sauté. Simplement parce que ceux qui ont rédigé le code, c'est des magistrats. Ils n'ont pas une véritable sensibilité professionnelle de journaliste. Et ça pose le problème de l'applicabilité même de cette loi. À l'origine, qui rédige la loi? C'est des magistrats. S'il y a contentieux, qui va juger le journaliste? Les magistrats. Que c'est pas bon en démocratie qu'une même corporation soit au début et à la fin d'un même processus. D'ailleurs, on nous avait promis le mois de décembre pour l'adoption de ce nouveau code de la presse. Oui, la seule chose nouvelle, si le code passe, c'est que il va y avoir mis sur pied d'un fonds de financement de la presse privée. C'est pas mauvais. Il va également y avoir une sorte de procédure pour l'accès aux médias et que les médias ne soient plus ouverts à tout le monde, que ça va être plus ou moins réglementé.
le reste, c'est vraiment au profit des patrons de presse. Oui. Dans cette lancée, le boom médiatique, notamment de la toile, est-il bien encadré au Sénégal? Le boom médiatique, surtout le boom, avec non, la toile. Non, on a la toile, l'Internet, c'est l'exemple type d'une loi qui n'anticipe pas, qui n'ouvre pas de perspective. Il y a beaucoup de problèmes parce que la loi s'essouffle à courir derrière une réalité qui ne s'arrête jamais. Internet, ça bouge tout le temps et on ne peut pas, tous les 3 mois, légiférer pour rattraper une réalité que l'on cerne mal et une certaine mentalité qui est en retard par rapport à cela. D'ailleurs, au cours de l'année 2016, Walf Radio, votre bébé, a fêté ses 19 ans. Quel regard portez-vous sur son cursus? Ah bon, écoutez, c'est vraiment une aventure qui continue, qui est exaltante, qui a été un pari et un pari de vie pour ceux qui l'ont inauguré. Moi, j'ai démissionné de la RTS, j'ai démissionné de mon poste de secrétaire général du SYNPICS pour pouvoir prendre en charge la mise sur pied de cette radio-là, la démarrer, parce que c'était incompatible. Tu ne peux pas être directeur de radio et diriger le syndicat, ça n'a pas de sens. Tout comme on ne peut pas cumuler, je ne pouvais pas demander à la RTS de me mettre en disponibilité pour être libre de la concurrence, ça n'avait pas de sens. Donc, depuis ce temps, il y a eu vraiment des jeunes qu'on connaît très bien, qui essaiment dans le secteur de l'audiovisuel au Sénégal, qui ont fait leurs armes ici, qui aussi, je crois, ça a été une chance de Walfadjri de rencontrer des jeunes qui avaient du talent et qui avaient surtout la passion des médias de façon générale. La balance publicitaire semble toujours déséquilibrée au profit du service public. En cause, qu'est-ce qu'il faut relever? Le dumping, la mauvaise foi des autorités étatiques ou bien le choix des annonceurs plutôt penchés vers le service public? C'est l'incapacité des autorités à réfléchir sur un autre schéma que celui qui est actuellement en vigueur. Alors qu'au sein même de la RTS, le syndicat notamment dit qu'il faut que l'État désormais finance à 100% les médias publics afin que la publicité puisse valablement profiter, c'est-à-dire de manière significative aux médias privés. Mais les autorités dans le domaine des médias sont d'un conservatisme incroyable. Et qu'est-ce qui le justifie? Mais parce que politiquement, ils n'ont jamais accepter de courir ce qu'ils considèrent comme un risque, c'est-à-dire mettre en place un vrai service public, c'est-à-dire un service public financé donc par l'argent du contribuable, et parce qu'il est financé par l'argent de gens qui sont très divers, voire divergents dans leur point de vue, que ce soit des points de vue politiques, des points de vue économiques, religieux, etc., culturels, que la pluralité soit gérée de façon équitable. L'autorité continue de gérer les médias publics avec la même attitude que cela se faisait du temps de la colonisation. Un de nos confrères qui a fait plus de 30 ans de RTS, Kadiali Diakité, a écrit un livre magnifique. Il m'a fait l'honneur de me confier la préface de ce livre, RTS, promesse et déception ou quelque chose comme ça d'un service public. Que malgré tout le discours sur le service public, on a des médias gouvernementaux et ce qu'on appelle médias d'État, mais c'est impropre, c'est des médias gouvernementaux, c'est-à-dire des médias d'appui à l'action du gouvernement. Vous voyez, d'ailleurs, les gouvernements en sont tellement conscients que quand c'est la RTS, quand c'est le Parti socialiste dont la couleur est le vert est au pouvoir, la RTS est de couleur verte, à l'instar d'ailleurs des transports publics. La Sotrac sous les socialistes était verte, Dakar Dem dit que sous Wade était bleu comme les libéraux, et maintenant, marron. Maintenant elle est marron comme l'APR.
souvent le destin s'amuse à ironiser sur nos actions. Vous savez, la RTS, dans les années 70, ça signifiait Régie des transports du Sénégal. Régie des transports. C'est l'ancêtre de Demdik. Que l'on fasse subir à toute la descendance de Demdik les mutations de couleur du gouvernement, cela me semble une sorte d'ironie du sort. Est-ce acceptable? C'est pas acceptable. Oui. C'est quelque chose qui montre, encore une fois, l'incapacité du gouvernement à ôter la main de la gestion politicienne de la RTS. Un gouvernement a des besoins de communication qui sont énormes. C'est donc normal que le gouvernement soit massivement présent dans un média public, mais pas au point d'en avoir un usage quand même à ce point-là déséquilibré. Oui, concernant la publicité, si les choses ne changent pas, où va le privé surtout? Écoutez, dès 1997-98, certains promoteurs, investisseurs des médias privés avaient conscience de l'impasse dans laquelle risque de nous mener la situation actuelle de la distribution de la publicité. Quand de grosses machines comme la RTS, pour la presse audiovisuelle, le Soleil pour la presse écrite, quand ces gens-là passent, il n'en reste plus grand-chose pour quand même un secteur qui non seulement est un secteur qui lutte pour survivre, mais les médias privés sont l'une des dernières portes d'entrée offertes à des jeunes diplômés qui ne trouvent d'emploi ailleurs, qui ne trouvent pas d'emploi ailleurs. Et quand même, il y a eu des réussites sociales remarquables qui ont été offertes par les médias privés. Je crois qu'il faut quand même donner de l'argent à ces médias de façon juste et équitable. Récemment, le chef de l'État a promulgué une loi portant révision du code pénal et code de procédure pénale. Dans le texte, la diffusion d'images obscènes sur la toile est visée. Est-ce un moyen de dissuasion dans une société, excusez-moi, en perte de valeur? Je pense que c'est beaucoup plus un aveu d'impuissance qu'une mesure qui peut rectifier. Il est sûr que la toile telle qu'elle fonctionne, passez-moi l'expression, mais se moque totalement de lois qui, au moment où elles sont promulguées, sont déjà caduques. Je pense qu'il faut réfléchir avec des professionnels et des médias et de ces nouvelles technologies pour voir comment, sans répression excessive, trouver le moyen de faire en sorte que, effectivement, la toile ne soit pas le lieu de défoulement, le lieu d'attaque à l'honorabilité de personnes qui peut-être n'ont fait qu'exprimer des opinions, prendre des positions. Et cela, c'est une forme de fascisme. Parce que le fascisme, c'est aussi l'interdiction faite à l'autre, la différence, que ce soit une différence raciale, voire les nazis, que ce soit simplement une différence politique. Mais si chaque fois que vous exprimez un point de vue divergent, vous êtes insulté, stigmatisé au point que vos parents vous disent arrête de faire ce travail ou bien mesure les déclarations que tu fais, mais c'est le triomphe du fascisme. Et cela n'est pas seulement à l'usage des journalistes, mais des hommes et des femmes politiques mesurent leurs déclarations à l'aune des menaces d'insultes auxquelles ils s'exposent. Oui, Mame Less Camara, le Sénégal classé 141e pays parmi les plus connectés au monde, vous le déplorez ou bien c'est un rang bien mérité? Mais c'est bien mérité. Je pense que nous sommes un pays quelque part de pionniers. Quand il y a quelque chose de nouveau, nous explorons, nous essayons de voir, comme on dit dans nos grandes places, qu'est-ce que ça donne. Nous essayons de voir quelles en sont les limites, quelle en est l'utilité. Mais les autorités devraient accompagner ce mouvement vers le futur par tout de même un quadrillage des territoires encore inconnus pour faire en sorte que Internet ne soit pas une menace contre l'intimité des gens, contre la diffusion de photos obscènes, etc. Et là, c'est peine perdue
pour les photos obscènes. Ce qu'il faut, c'est entretenir avec la population un débat sincère parce que nécessaire pour faire en sorte que on ait un usage, disons, plus civil de Internet. Mais qu'est-ce qui aurait causé ce recul à la 124e place et maintenant 141e? Mais parce que nous sommes, comme j'ai dit, un peuple de pionniers. Nous explorons souvent les premiers. Mais quand on voit qu'il y a de l'utilité, les pouvoirs publics n'accompagnent pas. Ou bien ne le font pas de façon conséquente, alors que dans d'autres pays africains, plus ils avaient du retard, plus ils mettent de moyens pour rattraper ce retard. Et cette dynamique-là font que très vite, ils nous rattrapent et nous dépassent. Voilà. Si la réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans avait été matérialisée, on en serait au bilan des 5 ans de Macky Sall. Comme les faits sont têtus, la rupture prônée en 2012 a-t-elle été consommée? Non, je pense que là, c'est un point sur lequel il faut être très clair. Au contraire, il y a eu reculade, on n'a pas progressé. L'un des éléments pour lesquels le président a été magnifié, plébiscité par une majorité écrasante de Sénégalais, c'est qu'il avait posé cet acte d'une modernité inédite, d'une sincérité admirable et qui était exemplaire en démocratie, non pas seulement pour le Sénégal, mais pour le monde entier. Et puis au moment de concrétiser, le président a trouvé des astuces. Et c'est ça qui est mauvais. C'est-à-dire, on dit, bon, ok, il y avait 3 voies. La voie parlementaire, on a dit non. Même si Wade avait réintroduit le septennat par voie parlementaire. Les gens disent, c'est illégal, c'était illégal. Et on ne répare pas une illégalité par une autre illégalité. Donc, existe la voie parlementaire. Alors que c'était une voie de test de la sincérité et de l'authenticité des déclarations du président de la République. Il y avait quoi? La voie référendaire. On nous organise un référendum qui porte sur tout, sauf si sur ce qui devait en être la substance, l'essence, c'est la seule raison. Parce que les 15 points ou plus sur lesquels nous nous sommes prononcés, tout de même, un gouvernement aurait pu les faire passer dans la gestion quotidienne, tout de même, de ses charges. Mais là, on nous enlève le seul point intéressant et c'est là où il y a l'astuce. On confie la décision au Conseil constitutionnel dont on savait d'avance que le Conseil constitutionnel ne pouvait que dire ce qu'on a entendu dire. Le Conseil constitutionnel n'est pas créateur de loi. Les législateurs, c'est à l'Assemblée nationale. Et de manière générale, un magistrat, il applique une loi déjà votée, une loi déjà en place. Il n'invente pas de nouvelles lois. Donc demander au Conseil constitutionnel de trancher la question, c'est lui demander de reconduire le septennat pour le président. Et maintenant, finalement, comment on appelle ça? Le référendum n'était là que comme couverture pour envelopper une manœuvre dont le résultat était connu d'avance. La troisième voie pouvait être la démission en fin 2016. Ça, c'était la voie, j'allais dire, de la magnificence. Oui, là, ce que le Conseil constitutionnel va faire, je le sais déjà. C'est contre mes engagements que j'ai propagés à travers le monde. Ce que le Parlement va faire risque de mettre en transparence les contradictions qu'il y a dans mon parti. Et cela pourrait porter atteinte un peu à la stabilité du parti, mais c'était une voie de transparence. Alors on cherche la voie d'évidence. La décision du Conseil constitutionnel était tellement prévisible que c'est peut-être pour cette raison que beaucoup de Sénégalais n'ont pas senti le besoin d'aller voter pour le référendum. Sur le bilan, il est élogieux? Je pense que de ce point de vue, c'est un bilan qui se fait par rapport à des paramètres qui n'étaient pas en place au moment de l'élection du président. Le président s'est fait élire sur un programme Yoonu Yokkute. Chemin faisant, peut-être constatant
un certain nombre d'empêchements ou de lenteurs dans le plan yoonu yokkute. Il ne faut pas oublier que le deuxième premier ministre du président Macky Sall, dès qu'elle est entrée en exercice, a lancé le slogan « Accélérer la cadence ». Donc peut-être qu'ils avaient vu cette lenteur dans le plan yoonu yokkute. Pourtant, c'était un banquier qui était aux commandes avant l'arrivée de cette C'était un banquier, nouvelle. mais dès le départ, les gens avaient mis en garde contre la non-spécialisation en finances publiques. Et très souvent, le privé n'est pas aussi au top concernant la gestion publique qu'il ne l'est concernant les procédures bancaires, les négociations, les accords. Il y a plus de flexibilité que quand il s'agit de gérer des affaires publiques, une administration publique. Mais j'ai l'impression que quelque part, peut-être, comme on l'a dit, il ne suivait pas la cadence, mais on l'a débarqué dans des conditions d'humiliation et de déchaînement de cette campagne de communication dont le pouvoir actuel est champion. Et moi, j'avais été invité le jour même du limogeage du Premier ministre Abdou Mbaye à la RTS, et ce que j'avais dit, c'est que Macky Sall vient de se créer de toutes pièces un nouvel opposant. Pourquoi? Qu'avez-vous senti à l'époque? Mais d'abord parce que le facteur subjectif n'est pas suffisamment pris en considération. Parfois, les hommes réagissent non pas de façon rationnelle et raisonnable, mais quand tu te sens humilié, c'est de l'émotion, c'est de l'affect. Et Abdoul Mbaye a été jeté. Et tout de suite, le jour même de son départ, on a lancé contre lui cette machine à stigmatisation. On lui a reproché tout et son reste. Certains sont sortis pour dire « Moi, j'ai participé à son limogeage parce que je n'aimais pas ce personnage, parce que je savais qu'il ne nous menait nulle part, etc. » Et tout cela pour quelqu'un qui avait été une solution. N'oublions pas qu'Abdou Mbaye n'est pas venu pour ses états de service politique, il n'en avait aucun. Et c'est pour cela qu'il a surpris beaucoup de gens. Partage du pouvoir. L'APR prenait la présidence de la République, Bokk Siggil Sénégal prenait la présidence de l'Assemblée nationale. Le fléau entre ces deux plateaux de la balance, il fallait le trouver ailleurs que dans le monde politique. Et ils étaient tout contents d'avoir un banquier. Pourquoi vous dites Bokk Siggil Sénégal? Comment il s'appelait? Benno Siggil Sénégal. Bon, c'est peut-être la contraction qu'il y a eu par la suite. C'est Benno Siggil Sénégal à qui on a offert. Et cela est une mentalité qui reste. Voyez, par exemple, on continue de faire des institutions et de l'administration une sorte de butin dans lequel on prend pour récompenser. Comment quelqu'un qui gagne pour des élections locales, bon, un village ou un gros village où c'est important parce que c'est des humains, c'est des êtres humains mais quand même, est-ce que ça vaut un ministère? Pire, est-ce qu'un bon ministre en place qui fait du bon boulot doit être limogé simplement parce qu'il n'a pas gagné? Mais au contraire, c'est peut-être parce qu'il n'a pas pris tout le temps qu'il fallait pour rester à la base et faire le politicien. Il est resté au travail et il a laissé le terrain à d'autres. Donc moi, je pense que cette butinisation de l'administration, c'est pas un mot qui existe, je suis sûr, n'est-ce pas, de l'administration en petits cadeaux offerts à un... On est dans la logique du partage du butin. Du partage du butin. Et là plane l'ombre énorme de Abdou, qui couvre absolument, qui couvre ou qui obscurcit toute la gestion qui a suivi son départ du pouvoir. Oui, après Abdoul Mbaye, il y a eu Aminata Touré et présentement Mohamed Boun Abdallah Dionne. Lui, il avait lancé l'assaut au travail. Est-ce qu'on est dans cette perspective? Vous savez, les discours sur le travail, les slogans sur le travail
ne sont pas des choses nouvelles, mais précisément parce qu'il n'y a pas une sorte de tenue de l'agenda, des choses faites, des slogans promulgués. On a l'impression que chaque fois qu'il arrive un nouveau pouvoir, pas seulement un nouveau président de la République, mais un nouveau Premier ministre, ou même dans des secteurs, un nouveau ministre. Moi qui, dans notre secteur, la presse, j'ai vu comment chaque nouveau ministre de la communication croit réinventer la roue en reprenant exactement ce que son prédécesseur avait fait. Il n'y a pas de continuité. C'est un cycle infernal et personne ne casse ce cycle-là. Donc, chaque fois, prenez les plans de développement depuis l'indépendance, que ce soit les plans quinquennaux, que ce soit ensuite les plans d'ajustement, que ce soit les plans NPI, nouvelle politique industrielle, NPA, nouvelle politique agricole, NP, je ne sais quoi. En fait, sous des sigles différents, défilent les mêmes idées, les mêmes décisions, et au bout du compte, tout ça aboutit à la même impasse. Il y a un moment où on pensait que sans la Banque mondiale, il n'est pas possible de penser, de réfléchir sur un plan de développement. Et ensuite, la Banque mondiale et les FMI qui se sont rendus compte eux-mêmes qu'ils se sont totalement trompés. Mais quand on se trompe sur une politique imposée à des pays, cela veut dire qu'on a basculé dans la pauvreté, dans le malheur, dans l'indigence des gens pourtant braves qui ont travaillé et gagné leur vie à la sueur de leur front, et puis un beau jour on vient leur dire on ne peut plus garder les écoles publiques telles quelles, ça prend trop d'argent, on ne peut plus construire des routes, on ne peut plus vous soigner, on ne peut plus assurer la sécurité, et résultat, les gens sont obligés de prendre sur leurs revenus de quoi payer l'éducation de leurs enfants, de quoi se cotiser pour la sécurité collective, etc. Et tout cela appauvrit le citoyen lambda et la totalité de la population. Parce que nous tous, le peu que nous gagnons, nous le redistribuons quelque part autour de nous. Et cette redistribution est bloquée. Cela fait que ce qu'on commençait à appeler une classe moyenne s'est appauvri. Et on a vu des inspecteurs du travail, des magistrats marcher pour qu'on leur paye plus, ce qui ne s'était pas pu avant alors qu'ils sont des fonctionnaires de la hiérarchie A. Le sommet de la fonction publique. Oui. Au cas où la présidentielle devait se tenir en février, dans l'échiquier politique, le jeu est-il clair? Le jeu n'est pas clair parce que, en fait, depuis l'arrivée de Abdoulaye Wade, on a vu se cristalliser la même cohorte de personnages qui, avec une égale indifférence, sont ministres de Diouf quand Diouf est au pouvoir, sont ministres de Wade quand Wade est au pouvoir, sont ministres de Macky Sall quand Macky est au pouvoir. Et ce sont les mêmes qui, quand ils sont éjectés du pouvoir, constituent l'opposition. Mais c'est une opposition provisoire pour la plupart de ces gens qui attendent d'être cooptés. Vous savez, Abdoulaye Bathily avait une expression assassine pour qualifier Abdoulaye Wade. Il dit, au fond, Abdoulaye Wade est le chef de la fraction exclue de la bourgeoisie néocoloniale. Voilà son expression. Fraction exclue de la bourgeoisie néocoloniale, c'est-à-dire faites-lui partager le pouvoir et vous avez le clone parfait de ceux qu'il va rejoindre, jusqu'au moment où il est rééjecté, etc. Là aussi, c'est des éléments qui empêchent les ruptures. Je comprends parfois mon ami le docteur Serigne Mor Mbaye, quand il en appelle à son fameux dépôt national. Non, les Sénégalais ne sont pas fous, mais ils sont prisonniers d'une structure qui empêche les ruptures, qui empêche les cassures bienfaisantes. Mais là, on est comme des fétus de paille plongés dans le même tourbillon et nous n'avons aucune prise sur les changements. Hormis Macky Sall, y a-t-il un challenger au sein de l'opposition? Écoutez, c'est ce qu'on avait dit de Wade. On avait dit Wade n'est pas un homme de pouvoir, il ne connaît pas l'administration, c'est pas un homme d'État, c'est un contestataire. Et son utilité est de pousser le pouvoir socialiste à évoluer, surtout après l'adoption en 92, je crois, du nouveau code électoral. Après
Wade est venu, c'est vrai qu'il a été un président assez atypique, oui. Qu'il a bousculé l'administration, ce habitué. Oui. Macky, et que des gens ont dit, j'ai entendu une fois un débat ici même à Walfadjri, oui. Quand quelqu'un disait que Abdou Diouf, opposé à une chèvre, au second tour, aurait quand même perdu. Parce que les gens n'ont pas voté pour Wade, mais ils ont voté contre Abdou Diouf. Oui. Avec Macky, tout de même, c'était assez surprenant. Oui. C'était assez surprenant qu'il ait gagné, et il a gagné oui. En partie parce que Benno Siggil Sénégal. Parce que Benno Siggil Sénégal avait éclaté en 3 partis. Oui. Hein, le Parti socialiste avait son Benno ak Tanor, il y avait un Benno plus ou moins originel avec Moustapha Niasse, et puis il y avait un 3e Benno, ce qu'on ne dit pas souvent, et c'est ce Benno, c'est le Benno qui regroupait le RND, le Silla, et dans lequel Macky, plus ou moins, était adhérent. Ah oui? Macky n'a jamais été derrière Moustapha Niasse à Benno Siggil Sénégal. Donc, le même groupe a éclaté en 3, incapable de négocier la fameuse candidature unique oui. Dès le premier tour. Mais après leur débâcle individuel au premier tour, tous se sont regroupés derrière Macky Sall. Et aujourd'hui, c'est quand même assez particulier de voir oui. Moustapha Niasse et Ousmane Tanor Dieng qui, moi, l'autre jour, je me demandais, est-ce qu'il y a des photos où ils sont côte à côte, où ils se serrent la main, où ils se sourient? Est-ce que ça existe? Je n'en ai pas souvenance. Peut-être qu'avec l'âge, mes souvenirs sont plus évanescents. On va essayer d'en chercher. Mais autant ils se tournent le dos et affichent de façon claire une sorte d'indifférence l'un vis-à-vis de l'autre, autant autour de ce qui les réunit, non pas un programme politique, non pas des projets, mais soutenir Macky Sall. Le seul commun multiple de Moustapha Niasse et Ousmane Tanor Dieng, en dehors de leur passé socialiste, c'est Macky Sall. Et c'est quand même assez drôle. En matière de programme, voire vision, le discours prononcé par les politiques est-il clair, voire concis? Non, parce que c'est un discours c'est vraiment le degré 1 de la politique. Parce que le degré 0, c'est peut-être l'affrontement. Celui qui est le plus fort l'emporte et il est élu. Si ça se trouve, Australopithèque utilisait déjà cette politique. Celui qui a le plus de massues gagne sur les autres. Le degré 1, c'est élisez-moi. C'est l'élection, mais conçue simplement comme élément de cooptation d'un individu et non pas d'adhésion à une vision du monde, à une politique, à une prise en charge des besoins d'une collectivité. Oui. C'est simplement élisez-moi. C'est pourquoi il n'y a plus de Yaya Jammeh qu'on le pense en Afrique. Il y en a beaucoup plus. Bon, maintenant... Mais il ne s'affirme pas, au moins. Nous avons des institutions qui, tout de même, font du containment et endiguent certaines ambitions qui auraient pu autrement s'exprimer avec de la violence. Mais oui. Je pense que le but, c'est élisez-moi. Élisez-moi à tout prix. Je vous raconte des histoires. Vous savez parfaitement que ce que je vous dis n'est pas vrai, mais élisez-moi quand même, parce que ce que je vous promets que je le ferai. Mais c'est un jeu de dupes, oui. Un peu entre des gens parfois désespérés qui demandent qu'on les trompe. Trompez-nous, dites-nous n'importe quoi, mais faites vivre un tant soit peu l'espoir dans nos cœurs. Et les élections, c'est toujours un printemps, c'est le temps des espoirs. Ensuite viennent les dures et tristes réalités, et celui qui avait promis se dédie jusqu'à retrouver les positions de départ de l'adversaire qu'il a vaincu à l'issue des élections. Oui. C'est ce qui nous arrive actuellement. Le référendum du 20 mars a revêtu plusieurs caractères.
on peut dire qu'il a été riche en enseignements. Selon vous, quelles sont les leçons à ne pas oublier? Que les partis de l'opposition sont de même culture, de même orientation et au fond sont des contenus de même volume que les partis au pouvoir. Autrement dit, quand on vous invite à participer à des élections, à un référendum, en sachant que le résultat est couru d'avance, d'abord parce que l'essentiel qui pouvait mobiliser les gens et les faire voter, l'essentiel a été enlevé et confié à une instance prestigieuse, mais dont le mode de fonctionnement fait que l'on savait d'avance comment elle allait décider, premièrement. Deuxièmement, c'est l'une des techniques que peut-être l'histoire retiendra de Macky Sall. Quand il organise des élections, on l'a vu avec le référendum, on l'a vu avec les locales, il donne le coup de sifflet du départ de la course au dernier moment et quand lui-même a déjà pris de l'avance sur les autres. Ce qui fait que la question du temps se pose. Et je pense que l'opposition, c'est peut-être avec le recul que j'ose dire ça, mais on se demande s'il n'aurait pas été plus judicieux de dire, chiquet, nous ne prenons pas part à cette course, qu'on reprenne le départ, etc. Sinon, nous ne participons pas. Il devait adopter le boycott. Je pense que le boycott aurait évité une certaine humiliation et puis un certain renforcement de la certitude chez le pouvoir qu'ils sont en position majoritaire. Alors que le taux de participation, quand même, ne permet pas tellement d'avoir l'esprit clair. Mais ça permet au pouvoir d'enclencher une dynamique de victoire et de mettre les troupes en place et en confiance en vue des législatives de 2017. Au final, qui en a profité? Le pouvoir, de bout en bout. Et cette histoire de croque-mort, stock-mort, vous y croyez concernant le taux de participation? Ça, c'est dans le vocabulaire que l'on aimerait voir mort de la politique au Sénégal. Parce qu'ils engagent l'opinion dans des débats abstraits de stock mort. Alors que il me semble que on devrait avoir un calendrier de mise à jour avec la participation. Ce calendrier existe, mais les modalités de son application ne suscitent jamais la confiance de tout le monde. Et au bout du compte, c'est comme ce qui s'est passé lors de la dernière réunion avec le ministre de l'Intérieur. Les gens se rencontrent, pour se rendre compte qu'ils ne sont pas ici pour les mêmes raisons. Et la réunion finit en queue de poisson. Des revendications ou contestations aux prochaines élections, on peut s'y attendre? Ah oui, on peut s'y attendre. Ne serait-ce que cette affaire de fabrication des cartes d'identité. Alors, premier scénario, ça marche bien et on va voter avec de nouvelles cartes à jour, plus fiables et d'une certaine manière validées avec l'autorité morale de l'organisation sous-régionale la plus forte en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire la CEDEAO. Ça, c'est le scénario optimiste. Scénario pessimiste, l'administration que contrôle plus ou moins directement le parti au pouvoir a la capacité d'accélérer ou de ralentir la fabrication de ces cartes d'identité selon qu'elle ait ou non intérêt à mettre devant les bureaux de vote le maximum d'électeurs ou pas. Parce qu'aujourd'hui, que se passerait-il si un nombre insuffisant d'électeurs a reçu la carte d'identité? D'ailleurs, c'est ce qui risque de se produire d'ici juin. Est-ce qu'on va dire qu'on peut voter avec deux cartes élémentaires? Et on peut donc, dans ce cas, utiliser l'argument de ce risque de confusion pour dire, écoutez, à l'impossible, nul n'est tenu, différons les élections et objectivement, le parti au pouvoir, qui encore tarde à se renforcer et à s'autonomiser d'alliances indispensables
que ce parti-là puisse se renforcer, grandir un peu. Donc on peut et le parti au pouvoir a besoin de sa locomotive, c'est-à-dire du président de la République. Et c'est un risque énorme que l'APR prend, et il le sait, oui, en allant aux élections, oui, sans la garantie d'un chef gagnant dont la victoire peut tirer le reste de la rame. Mais surtout qu'on est à 2 ans de la présidentielle. On est à 2 ans de la présidentielle et à 6 mois des législatives. Le parti au pouvoir a donc 2 ou 3 mois pour freiner des 4 fers. Il lui suffit seulement de trouver une explication, une raison qu'une bonne campagne de communication pourrait prendre en charge. Pour rappel, le président Macky Sall, sous Wade, a vécu l'expérience avec les législatives de 2006 qui ont été reportées en 2007. En 2007. Oui. Et un des leaders de l'opposition m'a fait cette confidence que quand Wade consultait l'opposition en leur disant, bon, vous savez ça, devant les inondations, la priorité est aux populations. Oui. Donc, si les gens nous voient organiser des élections alors qu'ils ont leur maison dans l'eau, ce ne serait pas bien. Et un opposant connu, il dit, Wade les a reçus un à un. Et quand son tour est venu, Wade lui a dit, oui, aux autres, j'ai raconté des histoires. Mais à toi, je n'ose pas, parce que nous deux, on est les 2 plus vieux crocodiles dans le marigot. C'est comme ça qu'il me l'a dit, je ne vous dirai pas son nom. Mais en fait, la ruse est au centre de la politique et les Sénégalais, les hommes, les femmes politiques sénégalais adorent la ruse en politique. C'est pourquoi un jour, vous voyez, tout le monde se met à lire Machiavel en espérant trouver dans le texte du Florentin les ruses les plus fines pour tromper son monde et se faire élire ou rester à la direction des affaires. Oui, de la politique, on va passer à l'économie. Le PSE qui commence à prendre forme dans la réalité, consacre-t-il l'envol du privé national? En tout cas, il y a certes des lacunes, mais ce que j'observe, c'est qu'on n'a pas, y compris venant de l'opposition, exprimé des critiques rationnelles fondées contre la pertinence et le début de succès du PSE. Oui. Tout de même, les rejets que l'on enregistre sont beaucoup plus des rejets de principe, des rejets d'opposition, presque à la limite crypto-personnelle, que véritablement des critiques qui viendraient d'analyse approfondie. Or, qui est dans l'opposition maintenant? C'est des gens qui, il y a moins de 5 ans, étaient encore aux affaires, donc qui doivent garder une certaine maîtrise de ces affaires. Donc je dis que la manière dont le PSE a été adopté a été un peu acrobatique, mais dans sa mise en œuvre, il me semble que le gouvernement est en train de trouver un équilibre. Et surtout l'adhésion de partenaires étrangers, notamment les bailleurs de fonds. 2 ans après le club de Paris, à l'époque, on nous parlait d'une belle moisson du Sénégal, avançant le chiffre de 5 000 milliards. Les militants du parti de la demande sociale, pour parapher le chef de l'État, sont-ils rassasiés? Non, au contraire. Tout ce qui se fait est un pari énorme. Tout le monde souhaite que le Sénégal ne soit pas plongé dans des remboursements de dettes qui ont fait courir à des pays, et pas les moindres, des pays comme l'Argentine, qui leur ont fait courir le risque de banqueroute littéral. Si c'était des entreprises, ces pays auraient fermé boutique. Donc, pour l'instant, le discours rassurant du pouvoir consiste à dire que le Sénégal est dans des marges d'endettement raisonnables. Et là également, il n'y a pas démonstration à l'appui rejet de cet argument par l'opposition. Je pense que l'opposition, quand on dit qu'elle est faible, elle n'est pas faible de sa capacité de mobilisation. Elle est faible de son aptitude, en tout cas de son engagement à faire le travail qu'il faut, dont certains éléments de l'opposition ont la compétence, mais ce travail, ils ne le font pas. C'est un travail de décryptage, de déconstruction,
qui fasse que les conclusions puissent véritablement convaincre les opinions. Mais là, il s'agit de rejets proférés par des gens programmés pour rejeter tout ce qui vient du pouvoir. D'ailleurs, le président minimise cette opposition. Oui, mais je pense que le président devrait sérieusement voir sa façon de s'adresser à l'opposition. Quand on a une opposition qui n'est pas au top, parce qu'elle est dans des confusions assez embarrassantes pour elle, je pense que le président ne doit pas. Il doit, par exemple, en matière de communication, ne serait-ce que ça, changer le registre dans lequel il puise les mots pour qualifier ses rapports avec l'opposition. Ce n'est pas une bataille physique, ce n'est pas un combat de lutte où quelqu'un peut soulever un adversaire, on me dira c'est une image, c'est pour faire rire, etc. Non. Le Sénégal a une tradition de violence à laquelle il faut faire attention et ne pas donc crier au loup au risque de rencontrer de véritables loups. Ouais. Et enfin, ces images de un lion qui dort, qui lui a valu un retour de bâton quand même assez féroce de la part de tous ceux qui... On va évoquer même ce réveil du lion en 2016 avec les affaires Nafingom et Ousmane Sonko, des hauts fonctionnaires de l'État qui ont secoué quand même la République cas par cas. Comment vous les caractérisez? Que l'État, un État n'est pas subjectif. Un État est une objectivité totale. Ce qui fait dire à De Gaulle d'ailleurs que les États n'ont pas d'amis. Un ami c'est subjectif, c'est affectif. Ils ont des intérêts. Et je pense que quand l'État se fâche, c'est ce qui avait signé le début du déclin de Abdou Diouf en 88, quand il s'est mis à dire « ma main s'abattra ». Non, c'est la main pas la sienne. Quand il y a anticipation des décisions de justice par l'exécutif, il y a quelque chose qui ne tient pas dans l'agencement des institutions de l'État. Et enfin, il me semble que le président se sent trop interpellé et il se croit obligé de montrer que, comme on dit en wolof, c'est encore un jeune homme vigoureux. Et il leur dit, ne me réveillez pas, parce que si vous me réveillez, quelque part, je vous mets en pièces. Encore, vous me dallez sen kaw, dana len gagne, c'est beaucoup len gagne. Mais pourquoi dal ci kaw? On est en politique, on argumente. Ouais. Il ne faut pas, dans le pays du lamb, où ce n'est pas seulement la technique, mais c'est également tchaï-tchaï lambo, c'est-à-dire toutes les petites choses qu'on fait pour blesser l'adversaire. Les galgal. Voilà. Il me semble qu'il doit sortir de ce registre. Il a des mots qu'il doit éliminer et il y a également des métaphores qu'il doit éliminer. Qu'il soit beaucoup plus sobre. C'est maintenant un candidat qui est en train de se reconstruire autrement qu'il l'avait fait en 2012 quand c'était un challenger, quelqu'un qui venait d'on ne sait où pour gagner la présidentielle. Cette fois-ci, la tenue, c'est lui. Et la tenue, c'est pas seulement une manière de se vêtir, ce n'est pas seulement une manière de se comporter, c'est aussi une manière de parler. Et je crois que le président doit être le premier à apaiser l'arène politique. Ce qualificatif de dictateur collé au régime en place, est-ce de trop ou non, c'est acceptable? C'est trop, et comme on dit, tout ce qui est excessif ne signifie plus rien. Ouais. Je pense que nous avons tout de même des institutions dont le développement reste à parfaire, dont la composante humaine reste à raffermir. Les magistrats n'aiment pas qu'on le dise, mais quand Wade leur a dit, vous êtes asservis au point que même si je vous disais soyez libres, vous le serez quelques secondes, le temps de revenir reprendre vous-même vos chaînes. Il leur a dit, et jusqu'ici, il n'y a pas eu de la part de la magistrature une réponse pertinente et courageuse à cette accusation énorme d'Abdoulaye Wade qui dit, moi l'exécutif, je commande le judiciaire. Oui. Ne parlons même pas du législatif. Quand une Assemblée nationale a osé à un moment voter la loi Ezzan, le peuple va chercher son sort ailleurs que dans les murs de l'hémicycle. Ce sont nos problèmes.
nous devons améliorer, renforcer les institutions en tant qu'outil de gestion, mais nous devons aussi mettre des femmes et des hommes compétents et courageux pour gérer cela. Il me semble que c'était l'objectif du référendum. Renforcer les institutions. Renforcer les institutions, mais dans des modalités qui font que la première institution décide d'échapper au processus de sélection. Si la première institution avait été exemplaire au point de se soumettre à sa propre législation, à sa propre politique et accepter que la durée du mandat soit le point numéro 1 ou l'unique point du référendum, oui, cela aurait marché, mais là, il y a beaucoup de ruses. Souvent le président ruse et il a autour de lui des gens effectivement très adroits, très habiles pour le sortir de situations avec ce qu'il croit être du panache. Mais je ne pense pas que ce soit sortir avec éclat d'une situation que de dire, bon, voilà ce qu'il faut changer, il faut tout changer, sauf l'essentiel, la durée du mandat. Maintenant, l'accessoire, aller dans les urnes pour en décider. C'est de la ruse, ce n'est plus de la politique au sens où tout de même il y a une certaine transparence dans la définition de ce mot. Oui. Le pétrole, le gaz et les ressources minières que le Sénégal possède, cette vive polémique qui les entoure, a-t-elle sa raison? Oui, je pense que c'est difficile à dire. Mais quand du pétrole apparaît dans un pays qui en a toujours rêvé, il ne faut pas mettre son frère dans le business. C'est malheureux à dire, mais c'est une faute politique. Deuxièmement, quand on a une manne de cette nature, on cesse d'être le chef d'une partie de la population, la majorité politique, en lutte contre l'autre. On devrait s'ouvrir. Et les structures mises en place pour contrôler la manière dont tout cela est géré devraient comporter des opposants. Et enfin, je crois que nous devons penser plus à l'avenir concernant ce gaz et ce pétrole qu'à un passé ou à un présent. Faisons-en une chance de réussite pour notre pays, donc pour notre jeunesse. Oui, dernière question, la Gambie. Il y a Yaya Jammeh qui tient tête à la communauté internationale. Selon vous, quelle tournure auront les choses? Elle risque d'être militaire parce que Yaya Jammeh est quelqu'un qui ne comprend pas grand-chose et que je dis à mes amis, Yaya est beaucoup plus un mansa, un roi traditionnel que véritablement un homme d'État. C'est-à-dire, il a plein de gris-gris. Avant de monter à cheval pour aller en guerre, il ne commence pas avant d'avoir enfilé son dernier terré, premièrement. Mais deuxièmement, si la solution doit être militaire, contrairement à ce que j'ai entendu dire de la part d'un responsable béninois, je crois, de la CEDEAO, le Sénégal ne doit pas être en première ligne. Le Sénégal ne doit pas faire la guerre à Yaya Jammeh, qui pourrait faire comprendre aux Gambiens que le Sénégal fait la guerre, non pas à Yaya Jammeh, mais à un pays voisin. On ne peut pas passer dans la Gambie sans traverser le Sénégal. C'est déjà une implication énorme. Il ne faut pas exposer les populations sénégalaises. Et l'armée sénégalaise doit être en veille pour protéger ces populations au cas où Yaya Jammeh serait tenté d'embraser. La sous-région ici, c'est la Gambie et nous. Serait tenté d'embraser la Sénégambie, l'armée sénégalaise doit intervenir. Mais je crois que les autres doivent avoir l'élégance de nous laisser une intervention seulement en second recours et que c'est eux qui doivent envoyer les armes et les hommes pour débarrasser la Gambie d'un accident historique qui a... Mame Less Camara, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes journaliste, formateur au CESTI, mais aussi papa pour nous, un exemple, et puis un professeur. Merci beaucoup. Je suis content de faire cette émission avec vous parce que ça rassure quand même de voir d'anciennes étudiantes sur le plateau faire le travail avec professionnalisme
ça nous encourage à rester nous aussi au CESTI, accompagner quelque temps des étudiants comme vous qui très vite ont des carrières qui ont dépassé les nôtres et que nous souhaitons encore plus longues. Merci beaucoup. Merci à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous ont prêté attention. Grand merci à Ramatoulaye Sall Diop qui a assuré la partie technique. Merci à Aïssatou Diagne, Oustaz Assane Diouf pour la coordination et Ndella Mar pour les soins esthétiques. Excellente semaine à vous. Rendez-vous en 2017, Inch'Allah. Merci.